va aborder maintenant et on va essayer de tenir les délais pour que les autres tables rondes, évidemment, puissent avoir lieu comme prévu. L'intention de cette table ronde aujourd'hui, c'était de partager avec vous une réflexion autour des enjeux et des méthodologies qu'on peut utiliser pour travailler avec les usagers finaux des solutions digitales, d'essayer de réunir un petit peu l'ensemble de l'écosystème autour de la création de services digitaux. Donc, je suis Corinne Bany, je suis professeure de néphrologie à Sorbonne Université, néphrologue à la Pitié-Salpêtrière, et ce qui justifie ma place avec vous aujourd'hui, c'est que je dirige depuis le début de l'année un tiers-lieu d'expérimentation. C'est une aventure formidable, les tiers-lieux d'expérimentation, puisqu'il s'agit de mettre autour de la table des compétences très variées suivant les tiers-lieux, mais pour essayer d'accompagner, d'ouvrir les portes des établissements de santé, en tout cas me concernant, et d'essayer de pouvoir faire collaborer des compétences diverses pour accompagner des entreprises et surtout des projets digitaux dans la santé, pour essayer de les aider à trouver leur place sur le marché. Et donc ça veut dire plein de choses, mais on va y revenir. En l'occurrence, de répondre aux besoins, de pouvoir se déployer de manière efficace, efficiente, acceptable pour les usagers. Enfin, tous les critères tout à fait importants qu'il faut pouvoir toucher du doigt pour qu'une solution digitale vraiment soit un succès. Alors, on a une table ronde magnifique. Et je vais très rapidement présenter les personnes qui sont autour de moi. Donc si je commence à ma droite, on a Marie Coirier qui va évidemment pouvoir aujourd'hui partager avec vous son expérience en tant que autour du design, mais plutôt du design de service, et puis son expérience dans le GHU Neurosciences. Peut-être que tu voudras en dire un mot. Nicolas Chauveau, qui est également dans une agence de design qui s'appelle Entre autres. Et vous voyez que cette agence travaille avec nous. Entre autres, est un des partenaires du tiers-lieu Unirein, qu'on a construit autour des maladies rénales et cardio-métaboliques. Donc on a déjà beaucoup de projets en commun. Merci à vous deux d'être là. On accueille aussi Madame Virginie Siloré, qui nous vient de la société SPS, qui a un joli stand, SGS, pardon, qui a un joli stand juste derrière ces parois là. Donc je vous invite à aller les rencontrer. Et qui dirige la certification des dispositifs médicaux. Et vous allez voir qu'elle a un discours à nous partager qui est tout à fait intéressant et pertinent sur ce sujet. Merci infiniment d'être avec nous. Et puis on va... et vous avez la claque dans la salle, donc c'est magnifique. Et puis on accueille Jean-Louis Fréchin, que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui avec nous. Merci de venir inaugurer cette table ronde. Puisque Jean-Louis Fréchin, qui depuis est une personnalité du design, hein. On ne va pas raconter tout votre parcours, et peut-être vous voudrez en partager certaines parties dans votre intervention. Mais en tout cas, ce qu'on voulait vous proposer de faire, c'était de commencer cette intervention par nous parler du design et de l'innovation. Et peut-être aussi nous partager une définition en fait de tout ça pour qu'on puisse ensuite aborder une discussion un peu tous ensemble en ayant un petit peu la même compréhension de base de quoi on parle aujourd'hui avec cette histoire de design dans le digital. Merci, je vous donne la parole. Bonjour, merci, je suis ravi d'être ici, bien entouré. Alors effectivement, donner une définition du design, c'est un écueil que je ne vais pas relever. Par contre, je vais plutôt vous proposer une raison, c'est-à-dire pourquoi faire du design, ce qui est peut-être plus important que définir le design. Le design, c'est finalement la gestion du changement, de la transformation ou du progrès au-delà de la nécessité. Et le au-delà de la nécessité, il est important, ce n'est pas une affaire d'ingénierie, ce n'est pas une affaire de ça marche, c'est vraiment une affaire de ça sert. Et ça fait toute la différence. C'est finalement l'écart entre une performance et ce qui en fait un produit signifiant. C'est-à-dire un produit qui a une utilité, qui a une perception par ses utilisateurs et également une désirabilité, c'est-à-dire avoir l'envie de s'en servir. En France, généralement, on est très performant en termes de technologie. On est très performant en termes d'analyse, d'intelligence. On a un peu perdu l'habitude, si on ne l'a jamais eu, de faire des produits. C'est-à-dire la proposition et l'action, on est un petit peu moins habile. Et ça se confirme dans tous les salons que je peux visiter. La technologie est exceptionnelle. Sa transformation en produit est un petit peu moins là. Alors le design, c'est aussi une histoire qui
qui se partage avec celle de la médecine. Alors pas dans les débuts de la médecine, mais en tout cas dans la fin. Parce que la médecine, elle a une histoire longue. Alors, les hospices, hein, la médecine était gérée par les religieux, les sœurs, les frères. Donc, c'était très lié, disons, à des questions de soins, mais aussi de sacré. Et puis, Louis XIV, pour donner envie à ses soldats de s'engager, crée les invalides et traite les blessés. Et donc l'armée qui est présente aujourd'hui devient un élément important dans le développement de la médecine. Les invalides, le Val-de-Grâce, le chirurgien de Napoléon qui soigne les blessés, les rapatrie pendant la débâcle de Russie. Poutine nous le rappelait gentiment régulièrement. C'est des éléments importants. Dans les années 30, dans l'architecture, dans toute la société, il y a un mouvement qui se déploie qui est celui de l'hygiénisme. C'est-à-dire il faut vivre sainement, il faut faire entrer la lumière dans les appartements. Haussmann s'est un petit peu trompé dans sa représentation du commun. Il n'y a pas assez de lumière dans les chambres. Le Corbusier, Auguste Perret parle de lumière, de fenêtres. Et ce mouvement de l'hygiénisme se retrouve dans l'architecture. Mais comme la médecine est encore une performance, on construit les hôpitaux comme des casernes. Alors soit avec des pavillons, soit comme des blocs immenses. On parlait de Bichat tout à l'heure. Des pavillons comme les hôpitaux avec chacune des maladies séparées. On est encore dans une analyse extrêmement fonctionnalisme au service d'idées dans lequel ce que je vais appeler l'art, c'est un grand mot, mais en tout cas la beauté urbaine n'est pas forcément présente. Alors ce qui est tout à fait intéressant et là où le design rejoint les défis de la société en général et des soins et de l'hôpital en particulier, c'est ce qu'on pourrait appeler, et Marie nous en parlera, le long chemin vers le patient. C'est-à-dire que considérer que dans le soin, il n'y a pas que les soignants, mais il y a aussi ceux qui sont soignés. Ça correspond à l'individualisation de la société, à la Révolution de 68, à la considération de finalement ce que Sartre appelait l'existentialisme, c'est-à-dire l'importance de chaque individu. Et là, il y a des questions nouvelles qui apparaissent. Et le design rentre. Alors, le plus vieux exemple de design d'hôpital que je connaisse, c'est dans les années 70, une agence de design qui s'appelle Sophapraxis, qui crée des hôpitaux en kit pour envoyer dans les pays en développement. Et c'est vraiment en polyester, enfin c'est vraiment des hôpitaux, c'est de la science-fiction. Si vous connaissez les projets de Paulin à l'Élysée, c'est à peu près du même acabit, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est un peu un spectacle. Ce qui est intéressant, c'est le chemin vers la domestication, parce que ce chemin vers la domestication, c'est-à-dire, c'est la question de l'hospitalité de l'hôpital et la manière dont on traite le patient. Dans son bien-être et son confort, c'est-à-dire le lit, la chambre, et là le design c'est évident, c'est de l'architecture intérieure, mais également dans la relation, plus que le service, la relation qu'on va lui donner et la manière dont on va lui faire vivre son parcours de soins. Et ça c'est important parce que ça se construit, ça n'a pas de forme, donc on est dans un design de la relation, et c'est d'autant plus important qu'on sait tous que l'hôpital n'a pas d'argent, et que l'hôpital de jour est une réponse, que les soins à domicile est une réponse, et qu'il va falloir créer du lien et une relation artificielle pour faire que l'hôpital ancien, ces casernes, soient aujourd'hui des réseaux distribués avec une partie du domicile des gens. Et là, forcément, on se dit que la révolution numérique est partie prenante. Et ce qui est intéressant dans la révolution numérique, c'est que ces enjeux de domestication sont aussi présents. Les médecins, les militaires, les enseignants ont tous des iPhones. Et cette habitude d'interaction de grande qualité est difficilement mise en cohabitation avec les dispositifs numériques des SS2I qu'on vit tous dans nos quotidiens, dans nos entreprises ou dans les grandes institutions de l'État français. Ça ne peut pas marcher. Les Français, les citoyens ont du mal à cohabiter avec la NTS pour avoir vos cartes d'identité, si vous avez déjà essayé. Imaginez les niveaux informatiques dans les grandes institutions, c'est plus possible quand on fait tout avec son téléphone et qu'on n'arrive pas à travailler au quotidien dans le boulot. Et ces enjeux de domestication, c'est ceux de l'hôpital physique. L'hôpital virtuel, c'est la même chose. Donc on comprend, et grâce à des travaux de programmation, à d'agences d'architecture spécialisées, à des gens comme Marie Coirier, on se rend compte qu'il y a des évolutions très fortes. Mais dans le numérique, on le constate même dans ce salon aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas encore au niveau, et qu'entre ce qu'on a sur un iPhone et ce qu'on nous propose comme super technologie intelligente, il y a un delta. C'est pareil dans l'armée,
où le directeur général, le délégué général de l'armement disait « je veux moins cher, je veux mieux et je veux plus vite », finalement, c'est la même lettre de mission qu'on pourrait donner à la médecine ou à l'éducation. Et en fait, le design, c'est ça. Et je vais en terminer par ça. C'est si le numérique est une solution dans la médecine moderne, il faut y prêter les mêmes attentions que dans les espaces physiques et dans l'attention qu'on a donnée aux clients dans le monde réel. Merci beaucoup, Monsieur Fréchin. Merci pour d'avoir campé le décor. Et ça nous permet de rentrer petit à petit un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les équipes quand on veut travailler sur des solutions digitales. Et peut-être l'expérience de... On commence par Marie. On avait dit ça ou pas? Ou c'est égal? Oui, Marie, peu importe. Mais on commence par Nicolas? Ouais, très bien. Alors Nicolas, sur le terrain, quand on est designer et qu'on travaille dans le numérique, on fait quoi? On fait comment? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les difficultés? Alors, le design tel qu'il se déploie aujourd'hui dans les projets innovants dans le numérique, mais aussi dans le produit physique, c'est d'abord des outils qu'on va mobiliser à plein de niveaux. Et je vais pour ça illustrer avec deux exemples. Des exemples pour lesquels notre agence, qui est une agence externe, a pu aider en fait un industriel qui n'a pas un département de design intégré. Il y a aujourd'hui des tas d'entreprises qui intègrent en fait le design dans leur process, qui ont des départements de design. C'est de plus en plus prégnant, mais également des entreprises, des startups qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des designers en interne et donc qui font appel à des sociétés externes pour les aider. Et donc quand on va les accompagner, typiquement, je vais prendre un exemple, celui de la radiologie. On a accompagné une entreprise qui s'appelle DMS Imaging, qui produit des tables de radiologie radiocommandées, des appareils qui permettent de faire de l'ostéodensitométrie, des mobiles de radiologie, ce genre d'appareils. Et on va mobiliser donc tous les outils du design pour amener leurs produits à rencontrer en fait les usages et amener leurs produits vers une plus grande désirabilité et donc une plus grande qualité d'expérience. Ça va prendre la forme méthodologiquement d'un certain nombre de choses qu'on peut retrouver dans tous les projets de design. J'ai envie de dire, c'est d'abord une immersion, une compréhension en fait des besoins, des interviews des utilisateurs, des rencontres, des observations des usages. Ensuite, de la production d'outils, en fait, d'objets intermédiaires, des maquettes, des prototypes. Ça, c'est vraiment une notion d'itération qui est extrêmement importante pour le design, pour faire émerger des produits et des projets concrets. Voilà. Cette notion de formaliser la pensée dans quelque chose de concret, c'est inhérent vraiment au métier du design. Et c'est pas toujours, bien sûr, réalisé dans les projets innovants. On peut parfois rester à l'état d'idée, à l'état théorique pendant longtemps et ne pas donner corps à un projet et puis le faire un peu tard et en fait se rendre compte qu'on n'a pas eu le temps de le tester, etc. Donc le design va permettre très tôt d'amener cette notion de prototype, d'objet préliminaire pour tester des interactions, par exemple. Donc ça, somme toute, c'est des étapes un peu classiques en design. Nous, typiquement, on a aussi bossé sur un sac à dos pour Decathlon. Bon, quand il y a un sac à dos, on fait aussi de l'immersion, on observe comment ça s'utilise. On va aussi faire des itérations et des maquettes. Et puis voilà. La spécificité, moi je dirais, dans le champ de la santé, de ces approches de design, c'est qu'il y a une espèce de complexité en fait. Un utilisateur d'un dispositif en santé, comme par exemple un mobile de radiologie, c'est pas juste le patient. C'est le patient, c'est bien sûr les soignants, c'est les ingénieurs d'application, c'est les gens qui vont faire la maintenance de l'appareil, c'est les gens qui vont nettoyer l'appareil, c'est les gens qui vont l'assembler, etc. Donc il y a un certain nombre une forme de complexité qui est un peu inhérente au moins le domaine de la santé, pas que, mais le domaine de la santé, et aussi l'interaction de cet appareil avec tout l'écosystème des objets qui existent déjà. Quand un mobile de radiologie arrive dans un centre de soins, l'interface qui permet de le piloter, elle va être différente de toutes les interfaces qu'on demande aux soignants d'utiliser pour faire le reste de leur métier. Et cette interaction avec l'existant, il faut aussi le prendre en compte dans le projet. Le projet n'existe pas seul comme ça, il s'agit de l'imaginer un peu en symbiose avec le reste. Et je dirais que ça, c'est un des challenges qu'on a en fait dans les projets de design, aujourd'hui, c'est d'avoir un équilibre entre des projets comme ça qu'on va essayer de rendre singuliers, des projets qu'on va rendre particuliers, et le fait de devoir s'interfacer avec
de l'existant, des normes aussi, des contraintes techniques, réglementaires. Et pour ça, le co-design, alors c'est le design et du co-design, mais quand on parler de co-design, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Et là, le design, il a les outils en fait, pour outiller la collaboration. Pour prendre l'exemple du tiers-lieu, et je pourrais peut-être finir avec un exemple issu du travail qu'on fait ensemble dans le cadre du tiers-lieu Unirin, on va mettre autour de la table, vraiment de la table physiquement, des patients, des soignants, des gens de la USA, des gens du réglementaire, des experts aussi des sociétés savantes, et on va discuter ensemble autour d'une innovation, autour d'une fonction, d'un service, pour faire émerger des fonctions, pour valider avec tout le monde en discussion la pertinence ou l'utilité de fonctions, d'évolution, d'amélioration, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, les formaliser, les maqueter, les esquisser, et puis valider ou pas la pertinence. Hiérarchiser aussi, puisque on n'est pas toujours, on n'est même jamais, on est toujours surpris en fait de ce qui va être important pour les uns et pas forcément pour les autres. Donc c'est aussi un moment de changer son point de vue, de décentrer son point de vue pour comprendre ce qui est important pour les uns ou les autres. C'est ça, du coup, à ton avis, les difficultés et les freins dans le contexte très complexe de l'hôpital de travailler sur ces sujets-là pour toi? Eh bien, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est cette idée d'équilibre, je trouve, entre s'appuyer sur ce qui existe déjà et éviter en fait de surajouter des surcouches d'informations, une charge cognitive supplémentaire avec des nouveaux objets qui viendraient télescoper violemment tous ceux qui existent déjà, et la nécessité d'innovation malgré tout, et remplacer des dispositifs existants dont on a l'habitude, etc. Il y a une chose typiquement sur un projet de ceux qu'on accompagne dans le cadre du tiers-lieu d'une entreprise qui s'appelle Biologbook, qui est émergé pendant un des ateliers de co-design qu'on a réalisé. Cet outil qui Biologbook développe qui permet de faire de l'analyse des bilans biologiques et de faire de la détection en fait, de trajectoires et de dérives sur les résultats biologiques. C'est une nouvelle interface et les retours qu'on a eu des utilisateurs finaux, quels qu'ils soient, qu'on a mis autour de la table, c'est OK, ça a l'air super cet outil, mais moi je suis déjà dans une surcharge cognitive de tous les outils qu'on me demande d'apprendre, d'utiliser, etc. Donc OK, si vous trouvez le moyen que ça s'intègre à l'existant. Et là, quelque part, est-ce que faire du bon design dans ce sens-là, c'est pas carrément faire disparaître l'objet en ne gardant, j'exagère un peu, mais en ne gardant que sa fonction et en l'intégrant à des outils déjà existants. Ou bien sûr en travaillant de concert entre éditeurs d'outils de logiciels pour créer des briques qui vont s'assembler les unes aux autres. Alors, c'est déjà des travaux en cours à une échelle nationale et industrielle, mais c'est très long et puis c'est pas forcément... ça va un peu à l'encontre de l'idée que quand on crée un nouveau dispositif, il est unique, il est peut-être... tu vois, c'est peut-être la future licorne, donc on veut peut-être qu'il soit unique. Or, je crois que moi, le côté collaboratif est un peu, je dirais, systémique et vraiment à penser, sinon la charge cognitive va continuer d'exploser. Absolument. Quelque chose comme ça. Merci pour ça, pour ce partage. On peut souligner quand même l'importance d'avoir peut-être de laisser tomber un peu nos biais cognitifs, nos représentations, enfin d'être un peu ouvert, d'être dans l'observation et puis surtout d'emblée de penser à mettre tout le monde autour de la table. Et ça, c'est quand même une difficulté parce qu'on a toujours l'impression, en tout cas, je peux parler pour les docteurs parce que j'en suis un, on a toujours l'impression quand on est docteur qu'on sait de quoi les patients ont besoin, qu'on sait de quel outil on a besoin, qu'on sait beaucoup de choses. En fait, ça nous amène souvent à faire quand même des erreurs assez grossières. Donc au lieu de penser qu'on sait, il vaut mieux aller voir. Et donc pour aller voir, il faut mettre tout le monde autour de la table. Marie, à l'hôpital, comment ça marche alors en fait? Parce qu'on recrute maintenant des designers dans les hôpitaux de plus en plus. On a besoin de nouveaux métiers. Alors c'est pas des nouveaux métiers à proprement parler, le design, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une place de plus en plus importante à l'hôpital pour des gens qui ont ton domaine de compétences. Comment ça marche? Qu'est-ce qui s'est passé dans le GHU Neurosciences? Alors, merci Corinne. Donc moi effectivement je vais parler, je vais adopter un point de vue extérieur parce que j'ai donc cofondé un laboratoire de design intégré au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences en 2016. Alors, je vous dis tout de suite, mon objectif, c'est pas de vous convaincre du bien fondé de recruter des designers, parce qu'il y a toujours quand même une réflexion qui précède à ce type de recrutement d'un métier totalement exogène. Et je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions pour pas céder peut-être à ce qui pourrait ressembler à un effet de mode d'un métier qui peut sembler gadget dans un environnement très sérieux et très normatif comme l'hôpital. Donc c'est pour ça que je vais quand même situer rapidement dans
quel contexte le labo dont je me suis occupée a émergé. En 2016, l'hôpital Sainte-Anne était à l'aube d'une fusion administrative très importante avec les hôpitaux de Perret-Vaucluse et de Maison-Blanche, donc 3 hôpitaux psychiatriques qui avaient tous 150 ans d'histoire commune et qui desservaient à peu près la même population dans Paris. Et donc, c'est pour accompagner cet énorme changement qu'est la fusion de 3 établissements psychiatriques publics que la direction de Sainte-Anne s'est demandé s'il n'y avait pas une dimension qui avait été impensée, oubliée, autour des pratiques et des cultures professionnelles qui se retrouvaient percutées par ce changement. Donc, plutôt que de faire venir des consultants comme on fait habituellement, il y a eu cette idée de travailler sur les cultures professionnelles, sur les cultures hospitalières à travers des métiers de la culture. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à 2 avec ma collègue, directrice de projet culturel et designer pour ma part, avec une feuille de route qui était relativement une feuille blanche, avec quand même beaucoup de liberté, pour accompagner cette grande transformation. Et donc, on a passé beaucoup de temps d'abord à appréhender la diversité des 94 implantations dans Paris, de cultures de la psychiatrie très différentes, des histoires de ces 3 établissements et de la diversité de métiers et de types de structures, parce qu'en psychiatrie, vous le savez peut-être, il y a quand même une minorité d'hôpitaux et beaucoup de services ambulatoires, avec des implantations parisiennes et des sociologies du coup très différentes. Et donc au bout d'une année, déjà on a confirmé qu'on souhaitait rester parce qu'on s'était quand même donné un petit peu un espèce de go-no-go si nos compétences ne prennent pas, si la greffe ne prend pas, s'il n'y a pas d'adhésion aussi à notre proposition, soit on revoit notre copie, soit on estime que c'est pas mûr, que c'est pas prêt, qu'on reviendra plus tard. En tout cas, au bout d'un an, on a eu un accueil plutôt favorable et donc on a installé le fait de travailler sur l'accueil et l'hospitalité, donc rien de nouveau sous le soleil. Ça fait partie de la matrice de l'hôpital et pour autant, si personne ne s'occupe véritablement de façon, volontariste de l'hospitalité, en psychiatrie de surcroît, eh bien, c'est une dimension qui échappe. Donc le LABA, c'est ça, c'est le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité. Donc, en design, ça a déjà été dit, il n'y a pas de design sans prise en compte de l'expérience utilisateur. Quand on vous dit je suis designer et je suis spécialisé en expérience utilisateur, vous dites encore heureux, parce que ça fait partie intrinsèque en fait du métier de designer, qu'on conçoive une chaise, une interface, un espace, un dispositif musical et médical. On ne travaille qu'en prenant en compte les aspirations, les comportements, les usages des personnes pour lesquelles on travaille. Donc moi j'arrive avec ce bagage-là dans un hôpital qui a, comme tous, intégré ses commissions des usagers il y a déjà quelques années. Donc je rencontre des représentants des usagers à qui je dis du coup on va travailler avec les usagers, vous et nous, on est là pour ça. Donc déjà j'ai compris qu'il allait falloir qu'on s'y prenne autrement parce que les usagers qui avaient donc très chèrement acquis leur place aux instances de l'hôpital, eh bien il allait vraiment falloir qu'on montre patte blanche parce qu'ils n'avaient pas forcément pour idée qu'on allait voir en direct les usagers dans les services. Il fallait passer par les représentants des usagers. Donc ça a mis quelques temps quand même à ce qu'on puisse véritablement trouver un terrain commun, mais on l'a trouvé. Et ce qui nous a aidés, c'est aussi le déploiement progressif de la culture de l'expérience patient, dont on entend maintenant de plus en plus parler dans tous les hôpitaux. Alors, bien souvent, il y a encore un grand gap entre les effets d'annonce, la prise en compte de l'expérience patient et les pratiques dans la vie réelle, mais il n'empêche, il y a quand même un levier. Et d'autre part, c'est développé à partir de 2020 donc au GHU la culture du partenariat en santé. Donc l'idée, et vous le savez sans doute, que les patients sont partenaires, sont experts de leur vécu et donc sont partenaires des projets de l'hôpital. Donc, pour notre part, on intervenait moins sur les champs éthiques et juridiques de représentation des usagers, on était moins sur la bataille des droits de ces usagers, mais plutôt sur la prise en compte de ce vécu et de ces expériences dans les projets concrets de l'hôpital. Donc là, c'était vraiment très, très intéressant de pouvoir commencer à travailler de cette façon-là, donc en direct avec des usagers volontaires sur des projets de l'hôpital pour pouvoir dérisquer finalement des investissements en intégrant plutôt
la perspective des usagers sur des investissements de long cours et pas que immobilier aussi sur de nouvelles organisations. Alors après, très concrètement, parce que moi j'aime bien que ce soit concret, on s'est heurté au rapport de pouvoir que vous pouvez imaginer. Il ne s'agit pas de mettre les gens autour de la table avec une pile de post-it colorés. Ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment un travail à faire pour aménager la prise de parole des uns et des autres parce qu'il y a des rapports de pouvoir entre les admins, les médecins, les paramédicaux et les patients. Et on ne les fait pas tomber de manière magique. Il y a un désir très fort d'autonomie, de considération et d'émancipation des patients, donc une demande d'être associé de plus en plus au projet de l'hôpital. On a pu tester même le fait d'associer des usagers dans un comité de pilotage d'un projet auquel ils avaient été associés sur la question des accueils en psychiatrie. Donc que les personnes puissent être membres à part entière d'un comité de pilotage. Je peux vous assurer que ça demande beaucoup de préparation préalable pour assainir aussi un petit peu l'ambiance de ce type de réunion très institutionnelle où là encore s'exercent et s'incarnent les rapports de pouvoir avec une certaine capacité parfois des uns et des autres à parler qu'en acronyme, à toute vitesse, à débouler dans les salles sans saluer les uns et les autres parce qu'on s'est vu le matin en réunion. Quand vous avez des usagers qui interviennent, ce n'est pas des intervenants comme les autres. Donc il y a un certain soin à apporter, à pouvoir leur faire une place et à ce que tout le monde se comprenne. Parce que le langage, les mots utilisés par les uns et les autres, c'est la première barrière, c'est le premier obstacle à cette participation effective. Donc je boucle avec cet exemple. Rien que le fait de travailler sur l'intégration des usagers dans un comité de pilotage a nécessité de part et d'autre un grand travail de sensibilisation, de médiation, ne serait-ce que vraiment sur le champ lexical commun. Et je donnerai un deuxième et dernier exemple. Quand on intervient, quand on fait intervenir, comme on dit, des usagers dans des dispositifs, on oublie parfois une certaine éthique de la participation qui consiste par exemple à tenir au courant les personnes qui ont été mobilisées des issues du projet. Donc la question du feedback qui n'est pas systématiquement appliquée et qui, je peux vous dire, suscite énormément d'animosité et de réticence dans la durée. Les personnes qui ont prêté un peu de leur temps précieux, les usagers, mais aussi, c'est vrai pour les professionnels, et qui n'ont ensuite plus aucune nouvelle d'un projet qui peut-être se poursuit sans eux, pour lequel ils ont pu livrer des témoignages intimes, douloureux, et qu'ensuite plus aucune nouvelle. Voilà, ça n'est qu'un exemple, et il y en a plein. Il est nécessaire vraiment de développer les ingénieries de participation, parce qu'on parle partout de participation, mais on la fait rarement très bien, avec des réflexes comme celui de pouvoir systématiquement donner un feedback de ce qui a été dit, de la façon dont la parole a été utilisée. C'est que de l'hygiène de la participation, mais elle est rarement appliquée. Donc moi, je plaide vraiment pour un développement de l'ingénierie, de l'éthique de la participation. Merci Marie. J'aime bien parce que ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est la qualité de présence, d'écoute, et puis en fait, on se retrouve à travailler la relation entre les êtres humains. Donc faire du lien entre la création de l'innovation digitale et retomber sur nos pieds de la qualité de la relation entre les humains, ça me plaît. Je me tourne vers Virginie Siloret, à qui je vais demander de terminer cette table ronde en partageant sa vision que j'ai trouvée tout à fait intéressante et innovante. Pourquoi ? Parce que peut-être ça reboucle avec mes représentations un peu ridicules de la certification. Pour moi, et donc certifier des dispositifs médicaux, c'est essentiel, c'est dans le parcours. Mais merci de partager avec nous votre vision de comment ces process de certification amènent également à améliorer en fait les dispositifs et à redonner du sens et de la pertinence à ces solutions digitales. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. J'avoue qu'effectivement, le concept de cette table ronde est un peu loin de mon quotidien en tant qu'organisme de certification. Mais en discutant avec tous les intervenants, effectivement, ça fait sens malgré tout qu'en tant qu'organisme notifié, quand nous, on va délivrer un certificat de marquage CE pour un dispositif médical, aussi innovant soit-il, qu'il soit un produit ou un software, on intègre nous aussi toutes ces notions de design dans notre vérification. Donc dès qu'on commence notre analyse de l'évaluation technique à partir de l'analyse de risque, à partir de la prise en compte de l'ergonomie, de ce qu'on appelle de façon plus ample, je trouve que le mot ergonomie, la usability du dispositif,
Et cette prise en compte, elle va être non seulement au niveau du dispositif, mais pour recouper ce que disait Marie, avec notamment la notice qui est fournie aux utilisateurs, la notice qui va être fournie aux patients. On a de plus en plus, comme vous le savez, d'hospitalisation à la maison, donc plus en plus d'usagers qui se retrouvent tout seuls devant un dispositif. Et toute cette notion de comment c'est facile d'utiliser un dispositif, comment on peut éviter de faire des erreurs en utilisant ce dispositif, tous ces éléments-là sont pris en compte lors de l'évaluation d'un dispositif médical par l'organisme notifié. Et l'intérêt qu'on va avoir à travers cette nouvelle, entre guillemets, réglementation, qui n'est plus si nouvelle que ça, mais ce qu'on va avoir un suivi post-market de ces dispositifs qui sont mis sur le marché, notamment à travers la base de données européenne d'AMED, où les utilisateurs, où les patients pourront donner un retour direct sur ce genre d'utilisation. Et pour nous, organismes notifiés, avoir ce retour des utilisateurs pour pouvoir retourner voir les fabricants, mais qui vont le faire de toute façon, puisque c'est dans leur ADN, d'améliorer leurs produits, d'améliorer l'accessibilité de leurs produits, d'améliorer la façon d'exprimer leur notice d'utilisation, d'appréhender leurs produits, de l'expliquer mieux pour chaque utilisateur, que ce soit un enfant, que ce soit une personne qui soit handicapée ou qui soit vulnérable à une période donnée de sa vie. Tous ces éléments-là font en sorte que la certification, même si elle arrive après les étapes de design, tient en compte toutes les étapes de design qui vont être faites, que ce soit en pré-design, pendant le design, pendant les études cliniques, pendant les études de usability. Et pour nous, l'intérêt principal, c'est qu'à travers le design des dispositifs, on aura aussi une loupe d'amélioration continue qui va se mettre en place, notamment à travers les tests qui sont faits in réel dans les hôpitaux, ce que vous gérez avec vos projets respectifs. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, on peut l'applaudir. On va être obligé de raccourcir un tout petit peu notre table ronde pour les raisons évidentes que vous avez comprises sur le délai qu'on a pris là. Et donc, je vous invite à kidnapper nos orateurs dans les couloirs pour leur poser les questions que vous aurez envie de leur poser. Puis on va laisser la place à la suite du programme. Et je remercie infiniment nos intervenants et vous pour être restés avec nous aujourd'hui.